Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Back Issues, qui est notre rendez-vous avec l'ami Corentin ici présent, dans lequel on va revenir sur des bandes dessinées que l'on a lues et dont on avait envie de vous parler. Donc, on va faire ça tout de suite, Corentin. Yes, c'est bien toi. Il est là, il est joyeux. Mais oui. Il est content d'être là. Oh là, si tu savais. Alors, dans cette le mal que tu m'as fait. Dans cette émission, c'est dans quoi ça? Hein, c'est oui, c'est mon mari, si tu savais. Oui, c'est ça, c'est le mal que l'on me fait. Ah bah ouais. Un bon français, ça. Exact. Ça, toi, tu es la. Ah bah Johnny Hallyday, c'est quand même pas n'importe qui, non? La culture, hein. Attends. La culture française. Et hein. blouson noir. Bah du coup, on va pas parler de bande dessinée américaine alors. Bah non. Allez, voilà. j'ai une intégrale de Achille Talon qu'on va aborder. Mais justement, tu fais très bien de le dire parce que j'ai prévu de placer le mot Achille Talon dans ce podcast et ce sera à propos. Tu verras. Bah ce sera sûrement avec le premier bouquin dont on va parler, Uncanny Valley. Eh ben pas du tout. Eh bien pas du tout. Dommage, je me suis trompé. Mais Uncanny Valley. On va parler de Uncanny Valley, donc une bande dessinée de Trish Fortner qui avait déjà fait Stray Dogs et Feral en indé. Feral. D'ailleurs, Feral dont on avait parlé il y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, parce qu'il était sorti ce printemps chez Panini Comics. Et donc là, c'est avec Dave Wachter qu'il s'associe. Dave Wachter qu'on avait vu sur du Tortue Ninja, par exemple, pour un bouquin très référencé sur les univers des cartoons, des dessins animés de notre enfance, on va dire, les Looney Tunes, tout ça. Après, de l'animation, série d'animés japonaise aussi, par ailleurs. Enfin, oh, pas trop. Il y a un peu du Goldorak quand même, il y a un peu des trucs comme ça. Je pense que tu as confondu Goldorak et Transformers. Ah, peut-être, ouais, tout simplement. C'est clair. Bon, ça ressemble beaucoup à du Hasbro. Oui, bah c'est vrai. Non, t'as raison, oui, c'est complètement Hasbro, en fait, G.I. Joe, Action Man, tout ça. Mais voilà, c'est une série quand même qui veut fait un peu office de lettre d'amour aux séries animées, j'ai envie de dire, et à l'histoire de l'animation aux États-Unis, avec ce jeune gamin Oliver qui sent qu'il est un petit peu différent. Il est pas normal. Il n'est pas normal puisqu'il lui arrive des trucs un petit peu étranges à l'école. Par exemple, il mange un piment qui est beaucoup trop chaud, beaucoup trop épicé, et puis il se réveille et puis il y a eu un incendie dans la cantine. Et donc va arriver cette révélation. Il tombe de très haut, il se casse pas la gueule et tout. Par contre, ça fait un trou qui a sa silhouette dans le sol. C'est ça, voilà. Alors que ses camarades, eux, se sont cassés les membres. Donc, il se fait un petit peu engueuler par sa mère. Et puis, il y a un soir, il y a une nuée de corbeaux qui arrivent et qui parlent et il comprend pas ce qu'il arrive. On a sa poursuite. Et alors, c'est pas un spoiler de dire, il va se rendre compte qu'en fait, il est à moitié humain et à moitié toon, tout simplement. Et donc, qui vient d'un autre royaume, donc le royaume des toons, où il est convoité par le méchant qui règne en maître là-dessus et qui veut le récupérer pour d'obscurs motifs qu'on ne révélera pas dans cette émission, puisqu'il faut quand même laisser un petit peu le sens de la découverte de cet univers. Corentin. Oui. D'ailleurs, j'ai dit que c'était Trish Fortner, mais non, Trish Fortner, c'est celle qui c'est l'artiste, c'est Tony Flicks. Tu aurais dû me couper bien avant. Bah, on m'a dit d'attendre mon tour pour parler. Pardon. On m'a dit, sinon, c'est compliqué, l'Allemagne, l'Alsace. C'est pas cadré. L'indiscipline, ou je sais pas quoi. Savoir que Corentin s'est fait copieusement engueuler dans une précédente édition dans un précédent enregistrement de ce podcast. Avec l'accent allemand, donc c'est ça. Toujours été assez effrayant. Donc, quelle était ta question, Arnaud Kikou ? Est-ce que tu en as pensé ? Il faut qu'on en discute. Ce que j'en ai pensé, je trouve que ça va pas mal. C'est plus une expérience graphique pour moi qu'une expérience scénaristique, dans le sens où tout est très prévisible, en fait. Si vous avez vu, d'ailleurs, c'est assez rigolo, le film Musclor. D'ailleurs, il y a Musclor dans cette BD. Complètement. Et qui a un rôle primordial, d'ailleurs. Tout à fait. Tardif, mais primordial. Ouais. Mais c'est trop rigolo parce que il y a Musclor dans cette BD, et en fait, cette BD, c'est exactement 100% le scénario du film Musclor, qui est tombé récemment, avec Nicolas Galitzine, c'est-à-dire l'enfant d'un humain et d'un membre d'une race alien, en l'occurrence de Eternia, et l'élu d'une prophétie qu'on doit ramener sur Terre pour activer une sorte d'artefact qui va sauver les deux mondes, et il combat un vilain en tenue violette. Et c'est la même chose, quoi. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est un cliché de fiction. Ce côté, il y a un autre monde, un homme, une femme a traversé ce monde pour avoir un enfant, et l'enfant a été élevé au milieu des humains sans savoir exactement qui il était, ce qu'il était amené à faire, jusqu'au jour où il découvre ses origines, et donc c'est Harry Potter, hein, même simplement, je veux dire, c'était tout le tu veux dire Books of Magic, alors?
Ouais, Books of Magic, mais c'est même, je sais pas, il y a des tonnes d'exemples de ce truc-là qui là ne viennent pas en tête, mais. Attends, c'est doublement cursed maintenant, en fait. Cette licence est doublement cursed parce que Harry Potter, c'est J.K. Rowling, c'est cursed, et Books of Magic, c'est Neil Gaiman, donc c'est vrai. Voilà, donc tout est maudit. J'étais tombé d'ailleurs sur une édition du roman The Once and Future King qui avait été validé dans les verbatim au dos de la couverture par J.K. Rowling et Neil Gaiman. Ah ouais, je me suis dit, tiens. Le double baiser de la mort. Association de malfaiteurs. Néanmoins. Donc voilà, le scénario est très prévisible, en fait, et c'est pas vers ça que ça tend, entre guillemets. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des idées de scénario qui vont être ludiques, dans l'idée de placer des références aux dessins animés dont tu parlais, parce que c'est quand même assez généreux. On t'explique qu'on revient vraiment aux sources mêmes du dessin animé, c'est-à-dire les États-Unis des années 20, quand, à l'époque, les petits courts-métrages d'animation étaient projetés dans les salles de cinéma, entre le bulletin d'information et le début du film. Et c'est une période qui a été extrêmement faste pour un studio en particulier, le studio Walt Disney Pictures. Enfin, en tout cas, ce qui était à l'époque Walt Disney et qui est devenu le groupe qu'on connaît. La BD profite d'ailleurs, il faut quand même en parler, je suis désolé du coup de spoiler, mais il y a Mickey Mouse dans cette BD, parce que Mickey Mouse est officiellement tombé dans le domaine public aux États-Unis, et qu'on peut donc se permettre enfin de l'utiliser comme une référence culturelle évidente et commune pour tout le monde. Sachant que c'est le premier Mickey Mouse de Steamboat Willie. Voilà, c'est ça. Alors qu'en l'occurrence, la BD fait une erreur en pensant que Steamboat Willie a inventé le son dans l'animation, ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, je sais que c'est pénible de devoir le répéter à chaque fois, mais ce n'est pas avec Steamboat Willie qu'on a commencé à avoir du son dans les feuilletons animés. Oui, mais c'est quand même un passage emblématique. La légende veut que, et vu que le propos de la BD tourne beaucoup autour de Disney, en vérité, il y a même un côté Nickelodeon et Hasbro viennent tuer Disney, entre guillemets, enfin les séries animées des années 80 qui viennent à la rescousse à la fin contre l'armée, en fait, des dessins animés Disney des années 50, ce qui est assez rigolo allégoriquement pour des gens de cette génération, entre guillemets. Néanmoins, voilà, il y a effectivement ce côté, tout part de là. Tout part des années 20, tout part de Popeye, tout part de Mickey, tout part de machin, et c'est vrai que l'animation japonaise elle-même s'est beaucoup inspirée, Tezuka en particulier, de ce qu'a fait Disney. C'est les Américains qui ont inventé la rotose, qui ont inventé toutes les technologies qu'on connaît, le celluloïd dans l'animation, etc., qui après a permis la création du cartoon en tant que discipline artistique, en tant que forme d'art. Donc c'est assez intéressant d'en remonter aussi loin et pour faire un prisme vraiment généreux sur ce qu'on peut mettre là-dedans, parce que il y a du Warner Bros, il y a les Merry Melodies, le héros de l'histoire, en tout cas le grand-père du héros, le père de l'héroïne, et littéralement c'est Sam le chasseur, quoi, des Looney Tunes, c'est celui qui chasse alternativement Bugs Bunny ou quoi, voilà, avec ses grosses moustaches et tout. Il y a comme je l'ai dit, c'est Sam le pirate. Sam le pirate. Il s'appelle Sam le pirate, en tout cas. Je sais plus comment s'appelle le chasseur, parce que le chasseur, c'est Elmer Fudd. C'est Elmer Fudd. Mais effectivement, quand tu le vois, en fait, quand tu vois le personnage, tu dis, ouais, c'est Sam le chasseur, mais en fait, mais ils l'ont pas foutu en cow-boy, lui, justement? Ça me dit rien. Tu sais, celui qui a des grosses moustaches rousses. Oui, mais c'est Sam le pirate, quoi. Ok, très bien. Du coup, voilà, Sam le pirate de cet univers-là. Vous avez effectivement beaucoup de référents. Alors, vous avez les corbeaux, c'est très très bien dessiné, ça, pour le coup. Vraiment, il y a une douceur dans le trait. C'est pas nouveau. Tony Flicks, on sait très bien que il sait faire ça. On l'a vu dans Feral, on l'a vu dans Stray Dogs. Mais dans Feral et Stray Dogs, à part les décors, ça reste, tout le monde est dessiné de la même façon. Que là, comme t'as le décalage entre un trait qu'on va pas qualifier de photoréaliste, mais il y a quand même qui est d'une certaine complexité au niveau de l'éclairage, au niveau de la texture et tout. C'est du dessin en peinture, pour les humains. Qui du coup se juxtapose à cet effet cellulo et à cette espèce de vieux dessin animé très beau en couleur. Enfin vraiment, moi les scènes avec les corbeaux, elles m'impressionnent. C'est vraiment, tu reconnais immédiatement, tu sais, ces designs de vieux films. Ouais. Pas d'horreur entre guillemets, c'est l'époque où t'avais Maléfique, où t'avais Blanche-Neige, etc. C'est les corbeaux de le bois dormant. Les corbeaux, tu sais, qui ont des yeux d'enfoirés et tout, et qui là, du coup, en surimpression du côté un peu réaliste du monde normal, rendent vraiment très très bien. Et tous les designs produit cet effet, en fait. Tous les designs sont très très bien fichus. Vas-y. Non, juste pour revenir sur Sam, il y a bien différentes versions, en fait, en fonction des dessins animés où il a d'autres métiers et tout ça. Et donc, effectivement, t'as un épisode où il est Sam le chasseur dans A Rabbit Every Monday avec Bugs Bunny de 1951. Voilà. D'ailleurs, il y a un peu c'est pour ça qu'on a cet imaginaire, en fait, qui revient aussi. Ouais. Donc, effectivement, au niveau graphique, c'est vraiment très généreux. Il y a un vrai travail qui est fait pour
que les séries qui sont de la période Filmation, G.I. Joe, machin, ressemblent bien à du G.I. Joe, du machin. Enfin, même, t'en as un, donc l'espèce de Goldorak dont tu parles, qui s'appelle Mechamax, écrit Mechamax à chaque fois qu'il doit faire une action, parce que c'est comme si c'était une publicité, entre guillemets, voilà. Parce que c'était, voilà, une époque où le cartoon était plus commercial et moins narratif. Il y a plein de petites trouvailles, le fait que, par exemple, la mère du héros soit la fille, donc d'une sorte de Sam le pirate. Elle peut faire des roues comme Taz de l'univers des Looney Tunes aussi. Tu sais, le David Tasmanie, là. Tu vois celui qui parle comme ça? Oui. Parce que je m'écoutais pas, là. C'est Taz. Si, mais c'est Taz. C'est Taz, oui, David Tasmanie. Donc elle peut faire les tourbillons, etc. Allez, on fait le reste de ce podcast en Taz. Il y a Ville Coyote, il y a plein de gags qui sont empruntés au côté Acme aussi. Enfin, c'est fait par des gens qui clairement aiment l'animation sous toutes ses formes. Il y a vraiment cette envie de... Et qui joue en plus tellement bien du médium bande dessinée pour reproduire en planche ce qui marche dans les cartoons, comme le fait de... juste cette scène au début où justement Oliver va apprendre à maîtriser un petit peu ses pouvoirs et genre ils sont en chute libre et son grand-père qui lui dit non mais siffle et fais comme si tu te baladais et c'est effectivement ce côté de oui dans les cartoons plein de fois parfois il marche en l'air et ça n'a aucun sens où ils se rendent compte qu'il est en l'air c'est ça donc c'est ça marche tout super bien et effectivement les idées sont là. En revanche, juste quand même pour continuer un peu à énumérer les qualités, le twist justement par rapport à la présence de He-Man est plutôt inattendu. Ça m'a fait penser à une série de fillers de Chris Miller qui s'appelle Son of Zorn. On est très peu de gens sur Terre à avoir vu cette série, mais dites-vous que c'est pareil, c'est le même concept, c'est-à-dire que c'est une héroïne qui a été se balader dans un monde de fantasy façon Musclor, qui a couché avec le héros et qui a eu un enfant et après est rentrée sur Terre parce qu'elle a divorcé de son mari. Et donc Zorn, qui est donc Musclor, se déplace sur Terre pour faire partie de la vie de son enfant. Sauf que lui, il est représenté en dessin animé. Sauf que lui est en animation et le reste, et du coup, c'est d'où l'effet comique. Alors, c'est pas un crevé de rire, mais moi, je vais trouver ça marrant. Là, en l'occurrence, voilà, je pense que Netflix a dû voir cette série animée ou a dû entendre parler parce que il y a des dialogues qui font très penser à ça. Il y a des belles scènes d'humanité, même par rapport au fait que le père, étant un cartoon, n'a qu'une seule mécanique de personnage. Et quand il faut être un père qui est là pour sa fille, qui va pas très bien, c'est compliqué. C'est difficile, entre guillemets, Le grand-père, du coup. Ouais. Non, mais le père de sa fille. Enfin, tu vois ce que je veux dire. La mère du héros a été élevée dans Cartoon World, entre guillemets. Oui. Dans le Toon World. Et donc, le père, lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire à part être un putain de cow-boy de dessin animé, quoi. Donc, à un moment donné, elle rentre, elle est en cloque, elle dit, voilà, j'ai couché avec tel mec, etc. Et lui, c'est pas du tout comment réagir, il a pas les codes, il a pas la grammaire pour ça. Pareillement, le rôle du vilain, c'est assez bien fait parce que déjà ils sont obligés de s'arrêter là où le copyright commence, entre guillemets, mais t'as quand même un hommage à Fantasia qui est très bien, très agréable pour le coup. Et cette optique, mais ça fait penser à Epic Mickey aussi quelque part. Je sais pas si tu as fait ce jeu de Warren Spector, mais Epic Mickey, pour ceux qui n'ont pas joué, c'était un jeu sur Wii qui après a été déplacé sur PS3, je crois. Parce que tu peux utiliser la Wiimote Exactement, faire le pinceau, ouais. Ça fait. En fait, c'est un monde dans lequel Mickey, le héros qu'on connaît, valeureux, joyeux, il parle comme ça, il tombe dans le cimetière des dessins animés abandonnés. Et en fait, on nous explique que Oswald, le lapin, qui était la première création de Walt Disney, qu'il avait fait pour les studios Paramount, je crois, quand il avait dû se barrer pour monter les studios Walt Disney Pictures avec son frangin, il n'avait pas pu récupérer le copyright. Et donc, c'est là qu'il avait eu l'idée de créer Mickey Mouse, la souris. Et donc, en fait, dans le canon, la diégèse de Epic Mickey, Oswald est jaloux de Mickey qui lui a volé son destin. Parce qu'en fait, du coup, Oswald n'est pas devenu le héros de la légende qu'il aurait dû être. Tout le monde connaît Mickey en oubliant qu'il y avait un petit lapin qui ressemblait quand même beaucoup à Mickey qui existait avant. Et donc, dans le cartoon des idées abandonnées, dans le cimetière, des idées de cartoon abandonnées, Oswald a monté la résistance pour combattre Mickey. Et du coup, là, il y a un peu des idées périphériques parallèles. Tu vois, ou alors un petit peu pareil comme dans Roger Rabbit, où on découvre l'identité du vilain à la fin, et ça pose toute une question sur, du coup, l'historique un peu secret, un peu caché de ces espèces d'univers d'animation, comme s'ils avaient été réels depuis le début. Enfin, il y a tout un tas de références que tu peux mettre autour de cette BD pour te dire, ah non, quand même, non, ils ont bien bossé. Non, il y a quand même des hommages qui sont vraiment bien foutus, il y a des idées qui sont bien placées et tout. Le problème, c'est qu'à mon sens, justement, c'est embarqué dans un scénario qui est trop conventionnel. Roger Rabbit, tu fais un polar noir
façon Philippe Marlowe dans le monde des cartoons, ça c'est brillant. Tu vois, c'est comme Freddy the Fix. Tu vois, tu fais un polar dans le monde des héros de films d'horreur, c'est génial parce que ça correspond très bien au code, à l'histoire du cinéma, il y a un côté un peu méta et tout. Tu fais un film justement où c'est l'enfant bâtard d'un dessin animé d'une femme humaine. Comme je viens de le dire, ça a déjà été fait. Et ensuite, la méta du scénario, eh ben, elle est ultra balisée, en fait. Tu sais comment elle va finir, cette BD, avant même qu'elle ne commence. Il y a même des idées qui sont abandonnées en cours de route, je trouve. Comme par exemple, quand il traverse la zone blanche et qu'il se retrouve en face de Tony Flix. Tu vois, ce moment très Grant Morrison, très Animal Man. Moi, je m'attendais à ce que du coup, tu sais, il solde ça par un vrai truc méta à la fin. À la Grant Morrison, encore une fois, hein, pour te dire, voilà pourquoi je fais cette BD, parce que moi, je suis fan d'animation et tout. Au final, non, ça retombe sur ses pattes, vraiment comme Aquaman. Tu vois, Aquaman, c'est pareil, c'est la même histoire. Fils bâtard de deux pays, enfin de deux races, qu'on doit après ramener à Atlantide pour qu'il devienne roi et tout. Enfin, tu vois, c'est tellement cliché, en fait, que tu le connais par cœur, ce script. Et du coup, tu te raccroches beaucoup au dessin et aux bonnes idées ludiques, parce que c'est vraiment fait avec amour de ce point de vue-là. Donc moi je le conseillerais quand même parce qu'effectivement graphiquement il n'y a pas 40 BD qui ont cette gueule et cet équilibre entre design et enfin réalisme on va dire et design cartoon. Si vous êtes fan de tout ce que je viens de citer, Son of Zorn, Roger Rabbit, Epic Mikey, etc., qui d'ailleurs aura fait une super BD, c'est dommage qu'ils n'ont jamais pensé à le faire en bande dessinée parce que ça a plus d'intérêt qu'en jeu vidéo, le jeu vidéo t'es pas terrible. Ça va vous plaire. Par contre c'est un blockbuster américain. Au niveau de la structure c'est un blockbuster américain, c'est assez décevant. À mon sens, le dernier tiers tient pas du tout toutes ses promesses. Et voilà, et du coup, j'ai fait que parler, Arnaud, je t'ai pas du tout écouté. Non, désolé. Non, mais de toute façon, c'est souvent comme ça dans les back issues, de toute façon. Je sais faire. Pourquoi? Tu sais, c'est le proverbe, if it's not broken, don't fix it, tu vois, donc, vu ta science de la critique bande dessinée, j'ai rarement grand chose à ajouter, surtout quand je vais dans ton sens, quoi. C'est-à-dire que, moi, j'ai noté les référents, même si j'étais privé de dessins animés quand j'étais petit, j'ai quand même pas mal de ces références visuelles, donc je trouve que ça plutôt cool. Je trouve que le dessin est un peu trop simple pour les toons parfois. Je trouve que ça, par moments, c'est par rapport au dessin plus réaliste du monde réel, t'as un peu l'impression que Wachter bâcle un petit peu, même si je comprends bien que l'effort de simplification et dans le dessin, mais aussi avec les aplats de couleurs, en fait, avec des aplats de couleurs qui sont beaucoup plus uniformes. C'est fait exprès. C'est justement pour faire le décalage et en tant que tel, ça fonctionne. Mais je trouve que parfois, c'est pas toujours réussi enfin, pas forcément toujours agréable à l'œil. Et je suis d'accord aussi avec toi sur le fait que dans la trajectoire de l'ensemble de l'histoire, tu ressors pas forcément grandi, en fait, de la lecture parce que c'est un déroulé qui, somme toute, est assez final. Enfin, assez simple, au final. Mais, quant à certaines révélations, notamment sur l'inclusion de Steamboat Willie dedans, en fait, et tout ça, l'apparition des cartoons des années 80. Il y a les Tortues Ninja. Il y a les Tortues Ninja dedans aussi. Tortues Ninja et tout. C'est quand même super intéressant là-dedans, en fait, dans sa dimension métatextuelle. En fait, je trouve que la BD elle est super intéressante, en tout cas super intelligente aussi dans ce qu'elle utilise, dans le fait effectivement que c'est deux auteurs, deux artistes qui ont bouffé du cartoon dans leur jeunesse, qui aiment l'animation en tant que telle et qui décident vraiment dans une histoire assez simple en effet, mais décident quand même en fait de dire bah voilà en fait ce que l'animation allait. Il y a un truc que t'as pas du tout abordé, mais la fable écologique qui est quand même présente là-dedans, moi je la trouve pas inintéressante non plus, d'avoir ce côté aussi en fait l'animation dépeint le monde réel, donc s'il y a des éléments du monde réel qui disparaissent en fait ça met en danger justement ce côté en fait où tous les cartoons du début en fait étaient inspirés par le monde réel avant de devenir des pures œuvres de création de science-fiction et de fantasy en fait. Donc en fait avec les conséquences avec le dérèglement climatique, si les vaches meurent, si les espèces menacées en fait disparaissent, bah en fait leur équivalent en animation vont disparaître aussi. Je trouve il y reste ce propos là qui est quand même très dans le réel. L'idée est bonne, mais le problème c'est que je trouve que c'est mal articulé dans le sens où en fait il commence pas par l'écologie, il parle de dinosaures ceci étant, mais il parle surtout de la guerre et te dit en fait le problème c'est que le monde des humains est trop cruel et qu'il va vers la mort et en fait s'il meurt on meurt avec lui. Et t'as envie de dire il y aurait eu pour moi un autre truc à faire à l'envers qui aurait été de dire l'animation 2D est en train de crever au profit de l'animation 3D, et là ça aurait été peut-être un truc plus ou au prix de l'IA par exemple, ça aurait été plus intéressant à faire à mon sens, de se dire en fait les savoir-faire que nous on met en avant dans cette BD, que sont les studios Disney et Filmation et Hanna-Barbera etc.,
sont en train, en fait, de ne plus faire recette, et ça devient les trucs à papa, en fait. Et parce que l'écologie, tu vois, je dirais bizarre, mais l'écologie n'a pas d'impact sur l'animation. Enfin, non, mais c'est en reflet, c'était juste en reflet du monde réel, tu vois. Oui. Mais parce qu'il faut une menace de fin du monde, tu vois, forcément, c'est comme tout blockbuster. Mais je trouve qu'il a manqué une idée. Après, encore une fois, hein, j'ai pas été voir d'interview, si ça se trouve, la façon dont il a écrit Le Vilain est un hommage à Walt Disney, j'en sais rien, tu vois. Mais, enfin, un hommage précisément à Walt Disney et pas au film de Walt Disney. Mais je trouve qu'il y a un truc qui manque pour que ce soit plus qu'un modèle de blockbuster. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en tant que tel, franchement, c'est une lecture qui était assez satisfaisante. Je trouve ça plutôt cool de voir Panini sortir ce bouquin-là, parce que comme dit, c'est pas sur l'indé qu'on les attend particulièrement. Ils doivent faire des bonnes ventes avec Flix, en fait, puisque ça fait 3 d'affilée, là. Soit ils font des bonnes ventes, soit ils ont signé un contrat d'ensemble avec Flix, et du coup, ils ont une obligation matérielle de sortir ces bouquins. Mais j'ose imaginer que effectivement, ils les vendent pas à perte non plus, puisque mais faudrait que j'ai jamais vu non plus ces bouquins-là être très très hauts non plus. Mais après, s'ils le font sur plusieurs pays, toujours pareil, Panini, ils éditent aussi dans différents pays d'Europe, ils peuvent mutualiser les coûts d'impression et faire des tirages très bas, et donc ça permet d'avoir des faibles ventes en France du moment que ils impriment aussi des ouvrages pour d'autres pays. Par contre, le seul truc, c'est ce qui est dommage, c'est que il y a clairement eu des manquements sur la relecture de la traduction, notamment en VF. Et alors, j'ai pas l'habitude forcément de le pointer parce que je vois des coquilles dans tous les bouquins que je lis, mais là, t'as quand même un commande qui est traduit par Arrive, qui pour le coup n'a vraiment aucun sens dans la bulle en question. C'est parce que c'est un truc du genre you don't have this in your reality, come on, et ça fait vous avez pas ça ici, Arrive. Et ça ouais, non, ça là elle est vraiment ça là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un traducteur qui aurait eu manqué de temps et qui aurait fait un petit DeepL une traductrice en l'occurrence, que c'est Laurence Bellingard, non, mais en plus elle avait déjà eu des soucis notés sur le Captain America de Zdarsky, donc je sais pas. Après, elle est en activité depuis, je sais pas, je connais pas son quotidien, je sais juste qu'elle est là depuis très longtemps, je sais pas si quand même comment Arrive ouais, non mais celui-là c'est le truc, c'est que c'est une faute à 5 étages, c'est-à-dire il y a une faute de traduction, il y a une faute des double ou triple relecture, une faute du lettrage aussi, parce que le letteur c'est aussi un être humain, donc je sais pas, franchement je l'explique pas quoi. Mais bon, après voilà, il y a des choses qui arrivent, et parfois ça passe toutes les chaînes de commandement, donc j'espère que ça se reproduira pas, parce que c'est un petit peu dommage quand même quoi. Mais au-delà de ça, bon, il y a quelques autres tournures enfin celle-là c'est vraiment une faute assez grossière quoi. Sinon après pour le reste, quand je vois des tournures de phrases et tout ça, je me dis moi je l'aurais traduit différemment, ou je sais pas, je l'aurais mis comme ça. Mais bon, après ça c'est les choix qui sont faits par chacun et chacune quoi. Mais donc c'est quand même le petit point négatif là-dessus. Mais au demeurant, parce que la lecture est bonne quand même quoi, en fait, parce que l'univers est plutôt chatoyant, parce que c'est intéressant graphiquement aussi, que l'histoire elle est plutôt sympathique quoi. Donc voilà, ce sera pas un immanquable à mon sens, mais c'est quand même une lecture. C'est un objet intéressant. Voilà, c'est une lecture que je peux recommander par contre sans aucun problème. Pour l'exercice graphique, moi je trouve ça cool. Ça n'a pas été au bout de son potentiel. Même assez rigolo. Je t'écoutais en parler, mais on pourrait intellectualiser le truc et dire que c'est trop marrant en fait que pour Flix, le truc qui sauve l'animation, enfin qui sauve le monde de l'animation, c'est tous les cartoons de merde dont le but était de vendre des jouets quoi. C'est Tortue Ninja, c'est G.I. Joe, si tu veux voir comme ça, ouais. Et qui viennent taper l'armée des vieux films Disney qui étaient des trucs ultra poétiques, qui étaient faits avec un savoir-faire d'orfèvre, de l'animation 1 pour 1 et tout. Et t'as envie de dire. Mais parce qu'une histoire. Oui. Mais parce qu'une histoire faite peut-être par des plus vieux, en fait, ou par des Européens, ou je sais pas, des gens qui ont une autre conception de cette culture-là, effectivement, l'aurait vu différemment et te mettrait les Transformers comme vilain ultime. Oui, probablement. Ou He-Man en l'occurrence. Dragon Ball, un truc comme ça. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que si tu faisais, c'était chez Astérix qu'ils avaient fait ça. Avec Superman. Ouais, non. Le ciel est tombé sur la tête. Le ciel est tombé sur la tête, où c'était les mangas et les comics qui étaient les méchants, je sais pas quoi. Ça avait pas été très les comics en l'occurrence. Ouais, mais ça avait pas été très bien reçu, je crois. Parce que c'était de la merde. Ouais. La BD était très mauvaise. Je sais pas, je l'ai pas lu. Mais en plus, c'est pas enfin, Uderzo n'est pas l'anti-comics, il adorait Karl Barks et tout. Mais non, c'était juste que c'était de la merde, hein. Vraiment. Ne lisez pas cette BD. Et le vilain, c'est pas le vilain. Non, le héros, parce que c'était un gentil, s'appelait Toon. Ah ouais. C'était un Mickey sans oreille. Voilà. Et non, parce que ça m'a effectivement, peut-être que t'aurais pu faire avec l'IA. Je pense que la conception de la BD s'est faite et les idées germent et se prennent du temps. Donc je pense en fait que ça a été imaginé avant que t'aies forcément le méga boom de l'IA générative. Mais en même temps, je me dis, sur ce genre de questions, c'est quoi? Tu fais des personnages mal dessinés? Comment tu fais? Est-ce que tu dis dans le monde des hommes, il y a mettons, je te refais le scénario.
les Toons découvrent qu'en fait ils sont en train de crever, que plus personne ne travaille sur de nouveaux projets, que leur univers du coup il stagne parce que plus personne n'invente de nouveaux dessins animés. Ils se servent du fait que le cowboy a déjà traversé une fois. Ils vont sur place et ils réalisent qu'en fait les humains sont en train de passer à l'IA. Et ils demandent aux petits, comme lui, il est métis entre les deux. Ils veulent le récupérer pour avoir une arme qui permettrait de niquer notre réalité à nous. Du coup, ce serait l'art qui se défend contre la création de l'IA qui est en train de détruire l'art. Tu vois, tu fais un truc comme ça. Après, par contre, c'est plus compliqué de retomber sur un petit équilibre à la fin de tout va bien, on va se démerder. Mais... Oui, et puis c'est surtout comment tu les représentes, les dessins IA, quoi. Bah, tu sais, il y a littéralement 1000 façons de, tu fais un truc moche. Bah, faut faire un truc, ouais, mais en même temps, je pense qu'il faut, si tu veux pousser le truc, vraiment. Tu fais les singes des NFT, là, voilà, ça fait bien, il y a ça. Ouais. Non, mais je sais pas, après, c'était juste une idée. Non, mais si tu veux pousser le truc à fond, faut que tu les fasses pareil à toi-même. Mais volontairement, avec des scories et tout ça, tu vois, mais pour pousser vraiment le truc. Tu fais des trucs à 6 doigts et, Ouais. Mais, c'était juste une idée. Après, ce que je veux dire, c'est que je trouve que du coup, l'allégorie finale ne se retrouve pas, en fait. Yes. Bon, en tout cas, ça existe, c'est disponible en librairie pour 30 €. C'est gros bouquin, ça compile les 10 numéros. C'est 240 pages. De la maxi-série. Donc, c'est disponible et on vous rappelle que vous avez des liens dans la description de ce podcast si vous voulez commander chez nos partenaires. On continue du côté de l'indé avec quelque chose de beaucoup moins accessible, je dirais. Ou peut-être pas, je sais pas, tu veux me dire ce que tu en penses, avec une petite dose de tremblement qui est sorti ce printemps chez 404 Graphiques, qui est écrit par Michael W. Conrad et qui est dessiné par Noah Bailey. C'est un titre qui était Comixology Originals à la base, qui était sorti directement au format numérique aux États-Unis et qui donc se trouve une édition papier là-dessus. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a une interview avec l'auteur qui est disponible sur First Print pour connaître un petit peu les méandres, toutes les coulisses de ce projet que l'auteur lui-même reconnaît comme bizarre, comme non attractif, comme pas commercial, et justement il en est très conscient là-dessus. C'est ce qui m'avait un peu surpris même dans cette interview, cette honnêteté et ce recul qu'il avait par rapport à ses propres comics et sa production en mainstream vis-à-vis de ces trucs en indé, en tout cas de ce truc-là particulièrement en indé. Ouais, après tu pourrais dire que In Bloom n'est pas non plus la BD la plus ragoûtante de la Terre, mais tout à fait. Mais il aime bien les trucs bizarres. Il aime bien les trucs bizarres. Il a vu effectivement ce contrat. C'est un weirdo. ce contrat, pas d'exclusivité, mais en tout cas pour l'indé en production originale, de plusieurs projets chez Comixology, dont sont sortis d'assez belles choses, mais souvent assez déroutantes effectivement. Là, dans l'idée, pour juste décrire déjà. C'est l'histoire d'une nana, Jean. Ouais, qui est interrogée par un programme de recherche sur le sujet des rêves. Parce qu'elle a un rêve récurrent, elle a même plusieurs rêves récurrents dans lesquels un homme apparaît. Et paradoxalement, c'est toujours le même vrai homme. Et ce que les scientifiques lui expliquent, c'est que, enfin, les gens du travail du programme de recherche, c'est que d'autres gens ont vu ce même homme dans leurs rêves. Et donc, on essaie d'expliquer ce phénomène. Pourquoi? Est-ce que c'est une image rémanente? Est-ce que c'est un alien? Est-ce que c'est une hallucination collective? Qu'est-ce qui fait que tout le monde rêve de la même personne qui, a priori, n'existe même pas, quoi. Et après, on va faire un enchâssement de twists. Et c'est là, pour moi, le problème se pose. En fait, ça commence presque comme une série absurde. En fait, ça commence presque comme une BD, façon Crumb, un peu, façon Close, un peu aussi. Dans le sens où la première morale de l'histoire, en fait, c'est que la raison pour laquelle, c'est pas un spoiler, je pense, parce que tu le devines tout seul, en fait, de manière organique. La raison pour laquelle un personnage apparaît dans les rêves, en fait, c'est que c'est de la publicité. Et ça, c'est assez génial pour le coup. On t'explique que c'est pas un programme de recherche, c'est un programme de publicité où le but, en fait, c'est de faire rêver des produits à des gens qui sont donc proposés par cet homme sandwich. Et du coup, le matin, ils se réveillent et ils ont été littéralement inceptionnés à l'idée qu'il fallait leur consommer ces produits parce que en fait, ça leur gratte l'inconscient réel, pour le coup, la vraie zone de l'inconscient qui n'appartient qu'au rêve et qui a un pouvoir de conviction sur nous plus grand que la publicité traditionnelle. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Néanmoins, c'est que la première base du récit, et derrière, on va partir sur une sorte de longue fuite en avant qui, à chaque nouveau point de passage, révèle une strate supplémentaire et de cette logique de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est la réalité. Si on est capable de faire des rêves lucides, donc des rêves où on est au courant qu'on est dans un rêve,
qu'est-ce qui nous prouve qu'on est dans la réalité, puisque on est entouré d'autres humains qui peuvent eux aussi faire des rêves lucides et visiter nos rêves. On ne sait même pas si on est dans le rêve de quelqu'un ou si on est soi-même en train de rêver, ou si depuis le début il y a pas quelqu'un qui rêve toute cette histoire. Est-ce qu'on fait vraiment des podcasts, Corentin, ou est-ce qu'on rêve qu'on fait des podcasts? On fait vraiment des podcasts. Moi, je suis désolé, malheureusement. J'aimerais que tout ça ne soit qu'un cauchemar dont je me réveille un jour. Mais en fait, il y a un test tout bête, c'est que tu regardes l'heure. Normalement, tu n'es pas censé regarder l'heure dans tes rêves. Tu peux pas lire l'heure dans tes rêves, en fait. Parce que tu peux pas lire des chiffres. Je suis à peu près certain que j'ai déjà lu l'heure dans mes rêves. Oui, tu en es certain parce que ton cerveau pense qu'il le fait, mais en vrai, non. Ok. En vrai, tu sais, c'est comme, normalement, tu es pas censé pouvoir cogner quelqu'un dans tes rêves. Je suis à peu près sûr que j'ai déjà cogné quelqu'un dans mes rêves. Voilà. Mais ton cerveau, si tu veux, mime le geste et est persuadé que c'est le cas, mais en fait, si tu filmais ton rêve, a priori, tu verrais que c'est pas le cas. J'en sais rien. Moi, je suis pas expert de ce sujet, mais le fait est que, et c'est mon problème, j'ai par exemple pas envie d'être ce cinéphile vénère ou qui trouve qu'il y a des clichés qui ne se font plus aujourd'hui. Ce que j'aime bien, c'est que quand tu commences une phrase comme ça, c'est que tu vas être ce cinéphile vénère. Non, parce que je suis pas vénère. Je trouve que c'est bien fait. Cette BD est bien faite. Elle a une vraie atmosphère, une vraie ambiance. Les différentes surprises qui sont placées, pour moi, sont suffisamment bien raisonnées, si ce n'est pour la dernière, pour que tu adhères au délire jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, tu te dis, non, mais trop de twists, ça ne prend plus, en fait. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'idée que, ce n'était qu'un rêve, c'est un cliché. Ouais. C'est un cliché de cinéma, c'est un cliché de Mais là, c'est le sujet de la BD, donc... Oui, mais il y a quand même cet effet, ce n'était qu'un rêve. C'est-à-dire que moi, c'est le sujet, certes, mais la BD évolue et elle change tout, rétroactivement, toute la première partie. Donc, toute l'idée, c'est en fait, on voulait juste vendre des publicités. Et cette femme a l'air intéressante. Elle ne rêve pas comme les autres. Et elle a envie de trouver la vérité. C'est redconné. Et cette partie-là, du coup, ne sert plus à rien. Sinon, avoir été une fausse piste. Après, quand tu rentres dans qui est vraiment cette jeune femme, qui est vraiment ce mec qui vend les publicités, etc. Et puis qui est le gamin et tout. Et après, strate suivante. Et c'est qui la personne fantôme mystère qui est dans le truc avec eux. En fait, c'est court, hein, déjà, comme projet. Ça prend peu le temps de se poser. Du coup, en fait, chaque étape invalide la précédente. Tu vois, et du coup, pour moi, c'est problématique. C'est là que je parlais de fuite en avant. En fait, c'est que pour moi, ça agglomère l'idée. Enfin, le propos de la BD, c'est un propos qui est, je saurais pas exactement dire, je l'ai lu qu'une fois et j'ai pas forcément pris le temps de l'analyser dans les grandes largeurs. Je sais pas s'il y a peut-être des thèmes sous-jacents, etc. Mais la question, en tout cas, de la BD, c'est qu'est-ce qui distingue rêve de réalité, quoi, simplement. Et est-ce que le rêve est forcément une zone à laquelle on peut se fier? Est-ce que le rêve est forcément une zone qu'on contrôle? Est-ce que le rêve est forcément une zone dans laquelle on a envie d'être, etc. Moi, je pense que le côté aussi, le rêve, c'est la dernière barrière, en fait, que l'industrie n'a pas réussi à exploiter. Enfin, que l'industrie, que les gouvernements ou l'industrie n'ont pas réussi à exploiter. Je trouve que c'est aussi une piste. C'est une piste qui est intéressante. Oui, mais c'est pas pareil de dire l'industrie ou les gouvernements. Et c'est moi la piste ça représente un intérêt pour les deux. La piste industrie malais, la piste gouvernement, programme d'entraînement, bidule et compagnie, je trouve que c'est un peu gros en fait. Il y a un truc qui clique pas dans le déroulement quand ce machin-là est lâché, je me dis non, j'y crois pas. En fait, tu t'es pas donné la place de développer cette idée et du coup ça me ne convainc pas. Mais je trouve limite un peu série B quoi. En fait. Alors que pour le coup, là, c'est fait avec sérieux, hein. La BD, elle a un ton sérieux. Il y a pas de doute là-dessus. C'est même un peu anxiogène, parce que ça a ce dessin effectivement un peu corrosif. Alors, je sais pas pourquoi Conrad trouve que le dessin de Noah est particulièrement hostile aux yeux. Enfin, il est pas avenant quand même. Non, quand même. Non, mais le mec qui a fait Crimson Flower ou Crumb, encore une fois. Enfin, il y a des artistes underground qui ont ce coup de crayon, ça existe, tu vois. Mais lui, c'est une approche de toute façon au crayon et au fusain, quoi. J'ai l'impression vu le trait. Non, mais l'héroïne n'est pas des traits jolis en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. C'est quand même. C'est pas le but. Non, mais ça, je comprends que c'est pas le but. Mais pour des gens qui sont habitués à un graphisme assez standard, ou en tout cas, ça dépend de ton approche que tu as de la bande dessinée. Effectivement, si tu t'enquilles que des trucs qui sortent de chez Atrabile et de Même Pas Mal et tout ça, tu vas pas être décontenancé. Mais dans les standards de l'indé même américain, c'est quand même un style qui dénote un peu. Et à mon sens, c'est pas pour rien que le truc est sorti directement en numérique. Tu vois? Oui, c'est certes, que bien sûr, mais ce que je crois que l'auteur me le disait. De toute façon, c'est un projet que
pas beaucoup de monde ne voulait, notamment parce que ça avait ce style qui était quand même assez atypique. Ouais, faut peut-être pas exagérer non plus, hein. Enfin, je sais pas. Perso, moi, peut-être pas l'impression que ce soit ainsi un truc de weirdo à ce point. Enfin, quand on vous le décrit, c'est peut-être, je sais pas, ça a peut-être l'air plus bizarre que ça n'est réellement, hein. En vrai, vous le direz, chez Cornelius, il y a des mecs qui font ça tous les jours. Oui, mais c'est chez Cornelius, encore une fois. Oui, non, mais certes, mais nous, on a un podcast de fans de comics, on s'adresse pas à des gens qui lisent que Astérix et Spider-Man, hein. Enfin, j'espère. Mais le fait est que voilà. Non, mais il y a une réalité dans ce que les gens lisent aussi. Même chez ceux qui nous écoutent. Oui, non, mais bien sûr, ceux qui nous écoutent sont curieux et curieuses. 404, il y a un côté déjà de base un peu weird. Oui. Toute leur ligne part de là aussi. D'ailleurs, la BD est assez cohérente avec le reste de la collection. Genre, si tu elle est à mettre à côté de Everything, hein, en vrai, en termes d'ambiance. De Everything et de merde, aide-moi les pommes de terre. Ah oui. Tu l'as pas là sous les yeux, putain, merde. T'as pas de ils sont cachés derrière. Ils sont cachés. Putain, en plus, t'en avais adoré ce truc-là avec l'artiste qui était super sympa. Avec de Ezra Clayton, Daniels, Soul, âme augmentée. Upgrade Soul. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, pareil, le côté un peu scientifique, ça prend des proportions. Voilà, le dessin de âme augmentée était aussi pas très avenant, tu vois. Pour moi, c'est dans ce genre-là, tu vois. Augmenté, t'es plus déstabilisant dans les choix de couleurs, je trouve. Mais et après, je pense que ça participe aussi parce que t'es dans le rêve, donc de toute façon, tu vas avoir des choses surréalistes, des choses bizarres. On essaie quand même un petit peu de te faire peur aussi, donc ça marche dans l'ambiance en fait. Tu sais, il y a une scène avec un Piaf là, tu fais qui intervient un peu comme ça, tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est un peu l'essence même un peu de ce côté du fantastique, de l'élément qui se place dans une scène où il devrait pas être là et où tu te dis bah en fait il y a un nid géant, enfin, et l'héroïne qui est dedans, c'est pas normal en fait, tu vois. Il y a une vraie c'est pour ça que moi je comprends que Conrad, qui vient un peu du mainstream, te dit que c'est bizarre comme dessin et que probablement que ça n'a pas été très couru. Néanmoins, ça dit plus de choses à mon avis sur le fait que lui s'assume pas forcément comme il devrait le faire en tant qu'artiste de genre, parce que justement c'est le genre de coup de crayon qui fonctionne très bien pour ce genre d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la violence un peu, il y a un côté vraiment un peu faussement lynchien, tu vois, justement dans le fait que t'aies cette gueule bizarre d'être humain normal dans un rêve qui n'aspire pas à ça entre guillemets, ce gamin en grenouillère qui traverse la Yellow Brick Road et qui lui rêve en couleur alors que ses copains rêvent en noir et blanc. Enfin, il y a des bonnes idées de narration visuelle. Il y a des bonnes idées même d'effroi, peut-être pas, parce que pour moi ça me fait pas peur, mais non, de malaise. Ouais, de gêne. Il y a des bonnes idées pour instiller une gêne, effectivement. Le physique de l'héroïne, moi je trouve qu'il est assez cool. Enfin, elle a un truc marquant dans son visage qui donne envie de t'intéresser à elle. Mais en fait, voilà, je sais pas si j'ai aimé. Ça se résume en quelques mots. Je ne sais pas si j'ai apprécié cette lecture. Non, j'ai apprécié la lecture. Je ne sais pas si j'ai apprécié le projet. Si je dirais que c'est une BD qui l'est plastiquement, je vois des défauts assez nombreux, mais je vois des qualités qui sont assez uniques aussi quelque part. Pour moi, c'est une expérience de lecture qui est intéressante. Si vous avez si vous en avez les capacités financières et que vous aimez justement vous laisser prendre par la main par le catalogue 404 et tout ce qui peut avoir d'étranges, d'inhabituels ou de façon d'ouvrir un petit peu justement votre spectre de l'imaginaire de séquentiel, je dirais que ça se tente, mais je sais pas si je la relirais par exemple, tu vois. Enfin, si je la relirais quand même pour voir si j'ai pas loupé un truc. Ouais, pour comprendre un peu. Mais pour moi, la fin vraiment me pose problème. Le truc, c'est que là, en fait, ce qui fait chier, c'est que la conclusion te ramène dans un truc beaucoup plus normé et cadré par rapport à l'ensemble de ce que la BD essaie de convoquer. C'est là que je dis ça, c'est un peu auteur mainstream qui s'assume pas, il a besoin de poser le vaisseau sur, voilà, c'est ça la réponse. Mais c'est typiquement le genre d'épilogue en plus où tu te dis, parce qu'en vrai, tu l'enlèves, ça ne change rien. Bah oui. La BD est cool, en tant que telle, et tu te dis, putain, ça, c'est une remarque c'est editor's note. We should have something pour notre public cible, qui est quand même le lecteur américain. Very clear. Parce que le lecteur américain moyen, voilà, on le sait, il est quand même un peu plus bas du front que ces foutus français qui intellectualisent tout et n'importe quoi. Tu citais Everything, alors en l'occurrence il y a une conclusion qu'on pourrait qualifier de editor's note, même si tout le monde serait pas d'accord avec ça. Je vous conseille d'aller lire She Could Fly et vous allez voir ce que c'est qu'un scénariste qui s'en bat les couilles de vous perdre, hein. Et qui avait pas d'éditeur alors peut-être. Et même quelque part enfin si, c'était Karen Berger, remarque, non, She Could Fly. Was it? Oui, je sais plus. Oui, okay. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais non, mais pareil. Et Marios Anzuelo,
Anzuelo, c'est confus quand même. Enfin, c'est confusant surtout. C'est des moments tu te dis. Ok. Donc maintenant, en fait, elle se transforme en oiseau. Très bien. Je suis d'accord avec ça. Mais c'était fun. Oui, c'était fun. Mais bref, ce que je veux dire, c'est voilà. Il faut accepter, et c'est peut-être d'ailleurs une sorte de convention implicite des comics 404. Enfin, maintenant, la ligne est quand même assez riche. De se laisser emporter dans un autre monde, quoi. Et donc, voilà, c'est une expérience. C'est à vous de voir. Moi, j'admets, il y a quand même, encore une fois, voilà, des qualités que tu trouves difficilement sur le marché des comics actuels. Encore que, on dit ça, aide-moi à l'autre BD qui n'est pas Crimson Flower de Dave. De Matt, plutôt. De Matt Lesniewski. Parce que Dave Lesniewski, c'est qui casse. Comment ça s'appelait? Matt Lesniewski. Donc, c'est pas Crimson Flower. L'autre, on l'avait chroniqué aussi, c'était Static. Static, voilà. Dans Static, il y a quand même pareil, un peu ce côté rugueux dans le dessin. Ouais. Et ce côté désespéré que, pour moi, participe vraiment d'un même faisceau créatif. Et donc, c'est de la vraie BD indé, quoi. Ah, non, clair. Non, mais c'est là-dessus, bien sûr. Donc, c'est disponible chez 404 pour 22,50 €, disponible dans les librairies curieuses qui l'auront commandé. Sinon, passez commande auprès de votre libraire. Et on rappelle aussi que y a des bibliothèques qui font le taf aussi et qui commandent plein de nouveautés. Je sais plus qui c'est qui m'a envoyé. Je crois que c'est République qui m'a envoyé une photo d'une médiathèque dans les Vosges. Je te jure, il y avait, même en indé, ils avaient tout, quoi. Vraiment, ils avaient trop de trucs récents. Tu vois que le mec ou la nana qui tient ce rayon est hyper au courant et hyper généreux dans son offre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez de la chance d'avoir. Voilà, tu peux faire un podcast avec ton truc des libraires, là. Là, c'est un bibliothécaire, mais c'est. Wow. Mais c'est prévu aussi, t'inquiète pas. Un peu des libraires, une bibliothèque. Non, mais c'est prévu depuis longtemps de faire avec des bibliothécaires. Bon. En plus, je devais en faire un. Bah oui. Et ça n'a pas été fait, question de timing. Mais oui. Bref. Oui. On termine déjà ce Back Issues avec le 3e ouvrage. On est de retour. 3e ouvrage. Truc qui comprend plusieurs ouvrages. Ouais, en l'occurrence, c'est une compilation avec les 4 prochains ouvrages en l'occurrence, puisqu'on est du côté des super-héros et de Panini avec l'album Spider-Man Graphic Novels, qui est vraiment une compilation de 4 récits qui ont été publiés au format graphic novel, c'est-à-dire que c'était pas des single issues, c'était des albums en récit complet, alors qu'ils sont sortis dans les années 80, je crois. 80, 90. Ce format est né dans les années fin 70, début 80. C'est 1982. Exact. Voilà, donc là Arnaud est en train de lire la quatrième. Non, 82, c'est la naissance de la ligne Marvel Graphic Novels. Ça, et ils ont été publiés en 86, 89, 90 et 92. Les bouquins en question, c'est The Amazing Spider-Man Wookie, avec Bernie Wrightson au dessin et Susan K. Putney à l'écriture. Il y a The Amazing Spider-Man Parallel Lives, donc vie parallèle par Jerry Conway et Alex Saviuk. Il y a aussi Spider-Man Spirits of the Earth de Charles Vess. Et enfin, Fear Itself. Le nanar, Spider-Man Fear Itself, mais que j'ai bien aimé moi quand même, avec Stanley au scénario et Ross Andru au dessin. Et ce dernier-là est le seul qui était complètement inédit en France. Et les autres avaient déjà pu être traduits à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, voilà, donc Panini a décidé de compiler ces 4 albums en un seul dans leur belle édition, dans leur format prestige, voilà, dos toilé. Que tu as, que nous avons. C'est ça. Tous les deux, parce qu'on est des Yankees de merde. Et qu'on m'a Yankeesé. Exactement. Pas reçu celui-là. Alors, comment on fait les choses là, du coup? Dans l'ensemble, dans l'ordre, je sais pas. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est un super projet en tant que tel. Je trouve que c'est, même pour ce qui est comics de patrimoine, je connais mon intérêt un petit peu quand même pour la valorisation. Après, Panini ont déjà toutes les médailles à l'heure actuelle de ce côté-là, puisque avec leur collection d'intégrales Marvel Classics, ils font vraiment le taf de fou là-dessus sur tout l'intérêt patrimonial, parce que au-delà des classiques de Spider-Man, X-Men et de Captain America et tout ce que tu veux, on a des volumes, on a eu un volume sur le Devil Dinosaur de Jack Kirby, on a les Howard the Duck qui sont sortis, on a Dazzler, là ils ont annoncé même, enfin on en parlait dans un front page sur Omega l'inconnu. Tout à fait. Bref, enfin, ils explorent tout vraiment tout. Donc, voilà, c'est une stratégie éditoriale qui est déjà convaincante depuis de nombreuses années. Donc, ils ont plus grand chose à prouver là-dessus. Mais ça fait toujours aussi plaisir d'avoir aussi ce beau format, puisque c'est des récits dont une partie d'entre eux bénéficie aussi d'un soin apporté sur le dessin qui est assez exceptionnel.
et qui profite largement de la taille de cet album. Voilà, c'est vraiment des choses qui font plaisir à redécouvrir, même si parfois l'histoire ne suit pas forcément, tu vois. C'est pas du must-have, c'est sûr. Par exemple, le Spirits of the Earth m'a pas passionné dans son intrigue. Quoi? Par contre, d'un point de vue artistique, c'est absolument magnifique, je trouve, tu vois. Et pareil, celui de Bernie Wrightson, il est foutraque. Non, c'est de la merde. Au possible. C'est écrit par un débile. Enfin, du coup, c'est Suzanne. Le scénario est très mauvais. C'est très mal écrit. Oui, mais graphiquement. C'est honteux. Mais graphiquement, c'est incroyable. Graphiquement, c'est exceptionnel. Voilà. Donc, c'est un assemblage, mais en même temps, tu comprends aussi que les faire les quatre séparément, ça aurait pas eu un intérêt économique. Non, mais de toute façon, les volumes ne se justifient pas, c'est quand même assez court, hein. C'est des romans graphiques, c'est pas de la taille de. Oui, c'est-à-dire que ça fait 80, oui, ça, c'est du 80 pages chacun, peut-être un peu moins, je sais pas. Mais les quatre ensemble, God Love Man Kills, tu vois. Il l'avait fait en solo, pour le coup, c'est dommage, mais. Après, ça mais God Love Man Kills le mérite amplement. Certes, mais tu pourrais, je sais pas si quelqu'un m'écoute, j'ai pas nié, mais il y a d'autres romans graphiques par Chris Claremont, y compris sur les X-Men, qui auraient pu mériter ce genre de grosse compilation. Ça arrivera peut-être un jour. X-Men The Graphic Novel. Mais oui, t'auras un X-Men Graphic Novels par Claremont à terme. Peut-être, on sait pas. Mais ouais, donc toi on peut juste sur l'ensemble du bouquin, t'es quand même content de l'avoir enclisé. Oui, bien sûr. Écoute, pour l'approche générale, effectivement, c'est intéressant parce que c'est des approches qui sont très très différentes. La BD de Wrightson, alors je pense qu'elle doit avoir les traductions de l'époque parce que c'est très mal traduit. Les dialogues n'ont absolument aucun sens. C'est pas fluide. Le personnage principal féminin, c'est une coquille vide. Après, je sais pas si t'es allé vérifier avec la VO pour voir si les dialogues avaient plus de sens aussi, parce que tu comprends pas ce qu'est pendant. Ah, peut-être qu'effectivement. La première moitié, tu comprends pas qui elle est, d'où elle vient, est-ce qu'elle très vraiment. Peut-être qu'effectivement, c'est juste mal écrit dans les deux langues. Pour le coup, je suis à peu près persuadé que en VO, ça doit être le même sens. Tu sais, quand elle te parle du fléau de, je sais plus comment là, de toute façon, t'es perdu, quoi. Ouais, mais là, il y a vraiment il y a des trucs de traduction qui m'ont surpris. En tout cas, des phrases que, pareil, comme tu dis, je pense voir quelle est la version originale, mais que j'aurais fait différemment. Ouais. Donc voilà, à ce moment-là, on nous explique que Peter Parker a croisé quand il était petit la route d'une livreuse de journaux qui était issue d'une autre réalité mystique et magique, dont le père était un grand sorcier, qui a été banni de cette réalité par des forces, le Malak, je crois, un truc comme ça, des forces occultes locales. Almac. Et elle a besoin, elle a besoin de Spider-Man pour une raison qui nous est totalement pas du tout logique, ni vraiment expliquée d'ailleurs. Il l'accompagne, il se met sur son vaisseau volant, et après avoir un peu exploré cette dimension, avec des insectes géants et tout, sur le vaisseau volant, ça tombe très bien, il n'y a pas besoin de se faire chier à avoir un scénario, parce que c'est le vilain qui attaque tout seul. Et en fait, le vilain, une fois que tu l'as battu, Spider-Man rentre à la maison. C'est très mal écrit. C'est honnêtement, je suis désolé, peut-être que je suis un peu élitiste par rapport à comment on connaît les comics. C'est tellement élitiste. Non, c'est très mal écrit. Franchement, les dialogues, ils ont ni queue ni tête. Le lien entre le personnage et l'adolescente, c'est raté. Le vilain lui-même, c'est une très bonne idée graphique puisque c'est un vilain qui morphe au fur et à mesure des affrontements. C'est ça. Et pour le coup, c'est vrai que Bernie Wrightson qui fait du Spider-Man, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est de l'horreur en peinture. C'est superbe, c'est très très généreux. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de décors, hein, ceci étant. Mais c'est pratique que ça se passe dans les nuages. Oui, voilà, que ça se passe sur un bateau, il n'y a pas de décor déjà, parce que c'est un bateau, c'est une planche, hein. Une planche avec une tête qui vole. Mais globalement, voilà, j'ai apprécié cette lecture parce que justement, c'est pas souvent que tu peux croiser du Bernie Wrightson qui fait du Spider-Man. Même si pour moi, c'est autant du Spider-Man que ça pourrait être n'importe quel héros Marvel, hein, ceci étant. Oui. Après, la deuxième histoire, alors pour le coup, qui est vraiment géniale. Jerry Conway, et tu m'avais dit qui? Alex Saviuk. Voilà, pour Parallel Lives. C'est super intéressant ce projet de roman graphique parce que tu vois l'évolution, quelque part un peu parallèle, de la relation entre Peter et Mary Jane, puisque en 82, ils ne sont pas encore ensemble. En 87, ils se marient. En 92, ils sont sur le point d'avoir un enfant, entre guillemets. Et donc là, tu vois, à travers ces petits morceaux choisis, comment ça s'est mis en place, puisque avec Parallel Lives, en fait, Conway, qui n'est pas n'importe qui pour Spider-Man, évidemment, c'est celui qui a tué Gwen Stacy, hein. Voilà, va refaire à rebours l'histoire commune et croisée de Peter Parker d'un côté et Mary Jane de l'autre. Et en fait, pour t'expliquer que déjà, d'une part, elle était parfaitement au courant que c'était Spider-Man depuis le début, et que, en fait, ils étaient quelque part un peu destinés à être ensemble.
et que le destin a ses vents contraires aussi, et que donc ça s'est pas fait pour des raisons X ou Y, mais que en fait leur histoire elle a presque été écrite en commun. Et ça c'est un travail. Conway il est fort de toute façon, moi j'adore ce mec. C'est une façon très savante de réécrire les aléas éditoriaux de 25 ans. Exactement, parce que c'est vrai que dans les comics Marvel on te parle de la nièce de machin Anna, la nièce de la copine Anna de Tante May, pardon, et tu la vois jamais, et puis quand on la voit de l'ombre une première fois, puis après on la voit un peu de loin, après Face Tiger, You Just Hit the Jackpot et compagnie. Là, tu l'as en pleine page en plus. Super, ouais, la planche est super. La planche est super jolie. Le choix du papier pour cette édition aussi est très agréable pour le respect des couleurs d'époque entre guillemets et le travail des coloristes de peinture qui ont travaillé là-dessus. Et puis c'est très bien écrit. Genre, vraiment, tu comprends que Mary Jane, elle est issue d'une famille à problème. Son père était a priori, c'est pas dit comme ça parce que ça reste les codes de l'époque. C'est quand même un mari violent, quoi. Voilà, c'est un mari violent. C'est clairement un mari violent. Et puis il y a tout ce propos sur la frustration masculine, en fait, où dans sa vie, sa sœur et elle ne tombent que sur des minables, en fait. Des gens qui refusent d'assumer en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari, en tant que machin, mais qui n'ont pas les couilles de quitter leur femme. Du coup, ils préfèrent leur taper sur la gueule ou bien disparaître du jour au lendemain dans acheter des clopes, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'elle se méfie de Peter Parker. Elle se dit, mais en fait, c'est un caractériel, c'est un tempétueux, lui aussi, regardez, il se déguise pour aller se bastonner avec des gens dans la rue. Surtout, il se cache, quoi. Et puis voilà, puis il met un masque, et quelque part, elle aussi, elle met un masque, parce qu'elle cache son malheur, ouais. Elle cache sa souffrance, en fait, effectivement, derrière cette espèce d'image de pin-up, de belle nana qui aime bien sortir. Ce qu'elle était au début, quand Mary Jane apparaît dans les comics Spider-Man, c'est la fêtarde, c'est la nana active, c'est la nana qui, alors que Peter, du coup, lui est plus, préférait un peu les filles plus sages, comme Gwen Stacy. Et puis voilà, elle a un caractère sulfureux. On la met pas en cage, Mary Jane, tu vois. Et là, du coup, il y a un super passage aussi avec Dr. Octopus qui dit, à cause de toi et Peter Parker, moi j'ai jamais eu de gonzesse. Et je suis connard et tout. Et Peter qui lui répond, mais c'est pas de ma faute, tu t'as pas eu de gonzesse. Limite, c'est sur le point d'ajouter, mais t'es juste moche, mon pote. Et tout. C'est pas que... Il y a un côté bolosser les incels aussi dans cette BD qui est sympa. Franchement, très bon roman graphique. Je m'attendais pas à rekiffer le truc autant parce qu'on a tellement bouffé Peter et Marie. Ouais, mais c'est marrant en plus de le lire aujourd'hui quand tu vois la situation tellement actuelle de trucs. En plus, voilà, il y a un film qui s'appelle Brand New Day qui nous renvoie à ce qu'est Brand New Day et donc à One More Day aussi, évidemment. Ouais. J'ai dû le relire tout récemment. Et donc forcément, ça fait des feelings un peu particuliers d'avoir quelque chose au final auquel on n'a plus droit depuis maintenant super longtemps. Hein. Exactement. Et c'est vraiment bien fait au niveau structure, au niveau narration. Tu revois un petit peu des vieilles scènes cultes, tu sais, quand il soulève le machin en métal et tout, ou effectivement le fessier de Tiger, etc. Bref, franchement, super lecture. C'est du pur fan service, mais c'est bien fait et ça recanonise rétroactivement plein d'idées qui sont venues en cours de route. Et que c'était exactement ce qu'il fallait faire justement pour le mariage. Parce que du coup, là, on le voit qui se marie, on le voit avant et après le mariage. Troisième histoire, donc celle de Vess, et c'est là que je place Achille Talon. Spirits of the Earth, donc ouais. Voilà, donc Spirits of the Earth, un peu comme quand vous recevez le mail de votre cousin africain que vous n'avez jamais connu, qui vous dit que vous avez hérité d'une fortune au Congo et qu'il faut juste envoyer votre numéro de carte bleue. Mary Jane Watson, paradoxalement, a hérité d'un bout de lopin en Écosse. Voilà, c'est pas pourquoi d'un coup elle aurait eu de la famille écossaise qui aurait été propriétaire terrienne, mais voilà. Watson, c'est un peu britannique quand même, c'est un peu Grande-Bretagne, hein, donc pourquoi pas. Oui, mais Parker aussi, hein, ceci étant. Ah, remarque. Parker? Non, Parker, c'est britannique aussi. Je sais pas, mon grand, tu sais. Peut-être qu'on pourrait faire un roman graphique dans lequel Peter recevrait un mail d'Irlande. Je sais pas. Hey, l'AD! Donc, du coup, ils vont effectivement en Écosse, et en Écosse, il y a des fantômes qui hantent le château d'un domaine voisin. Et ça, justement, c'est le scénario de Achille Talon, l'esprit des lois. Et oui, mon gars. Dans Achille Talon, l'esprit des lois, Achille Talon et son voisin le Funeste, Hilarion le Funeste, vont rendre visite à son oncle Béotien, parce que sur cette terre, il y a un fantôme qui hante les lieux. Et le fantôme est une création artificielle. En fait, a été commandé. C'est magicien d'Oz aussi. Voilà, qui a été commandé par les voisins de l'oncle Béotien pour lui faire peur, afin qu'il vende ces terres qui, en fait, sont riches en uranium. Mais lui ne le sait pas. Et c'est exactement le scénario de cette BD, Arnaud Kikou. Puisque les fantômes, ils sont pas réels. Et oui. En fait, c'est un plan du Hellfire Club. Pour récupérer les terres et tout. Et honnêtement, c'est pas très bien écrit non plus.
mais il y a une humanité très cool dans cette BD. Et c'est beau aussi, il y a des super paysages. C'est fait très européen au niveau de l'onctuosité du trait, la relation entre Peter et Mary Jane qui marche super bien aussi. Enfin, genre, tu sais, elle va jouer au billard et en mode genre, putain, ma femme est trop stylée et tout. Le Peter lui-même est très, très bien dessiné, vraiment. Enfin, c'est encore une fois de la peinture différente de Wrightson. Parce que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins rigide. Enfin, attention, Wrightson est un génie, hein, mais quand il faut dessiner Peter Parker, il fait un Peter peut-être bien classique et tout. Là, c'est quand même beaucoup plus animé, beaucoup plus vivant, beaucoup plus même un peu horreur et tout. C'est franchement une super BD. On dirait vraiment une BD qui aurait été commandée, je sais pas moi, dans une sorte d'association de malfaiteurs entre Dupuis et Marvel pour faire précisément des comics qui ressemblent à des BD franco-belges, parce que je trouve que ça a la rythmique, la structure d'une BD franco-belge. Alors on te parle un petit peu de mythes celtiques, bon, je vais pas mentir, moi c'est pas la partie qui m'a le plus intéressé. C'est un peu connexe quelque part des X-Men de Claremont, puisque on te parle de le Darcy en question, je crois, est aussi présent dans le Hellfire Club de Claremont au début avec Shaw et Emma Frost. Donc pareil, les armures des vilains sont bien les armures du Hellfire Club dessinées par John Byrne à l'époque. Donc voilà, c'est plein de bonnes petites idées. Il y a pas mal de gags qui sont assez bien foutus. Enfin, il y a le moment moi qui m'a fait vraiment hurler de rire où Peter doit traverser un champ de vaches et donc il se fait discret et sans faire gaffe, il écrase la queue d'un veau. Ouais. Et tu sais, dans ton expérience de lecture, t'as ce moment un peu bizarre où tu te dis, moi Spider-Man vient de marcher sur la queue du veau, quoi. Il y a plein de petites séquences comme ça qui sont assez anormales en fait, que tu vois pas souvent chez Spider-Man et qui du coup donnent effectivement un côté assez frais, assez enlevé au projet et graphiquement encore une fois c'est une torgnole. Donc ouais, super petit roman graphique. Et du coup on conclut avec donc le nanar Fear Itself qui non mais rien que la couverture. En fait Fear Itself c'est un nom maudit sur les comics Marvel, hein. Il faut pas faire de comics Fear Itself chez Marvel. Retrouve la cover de Joe Jusko où c'est clairement une pochette de VHS des années 80. Ouais, bah ouais. C'est les ninjas, la bonne meuf avec les cheveux en pique et tout, le vieux château, nanana. Enfin, c'est vraiment, et bon, moi, j'aime bien cette esthétique, en vrai. Ah oui, bah, par contre, oui, carrément, c'est Blood Dragon, quoi. Pour la cover. Donc, le résumé, c'est tout ça. Ça, la scène d'intro, il y a Hitler. Il y a Hitler. Et vraiment, genre, il dit, je vais me suicider. Hitler qui dit, Zemo, tu tombes bien. Figure-toi, bon, je vais me foutre en l'air. Et tu sais qu'il fait, bah non, quand même, il fait, si, t'inquiète pas. Bon, écoute, et toi, par contre, tu seras immortel. Et en plus, Stan Lee rappelle le canon des comics Marvel, où Hitler est pas mort tout de suite, son cerveau a été cloné, effectivement, etc. Mais par contre, Stan Lee, il embrasse ça, mais avec une passion, un amour. C'est trop bizarre, parce qu'en plus, il était pas là, lui, à l'époque des premiers comics sur Hitler. Mais lui, il y a un côté vraiment, non, mais dans mon univers, il y a un clone d'Hitler, bien sûr. Stanley, il a un côté, une façon d'assumer les choses qui est assez marrante en fait. Mais bref, donc c'est un peu la réintroduction du Baron Zemo dans le présent. Donc Baron Zemo qui était effectivement présent pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était un des grands lieutenants de la branche occulte du régime nazi, avec le Red Skull et Ernie Mzola. Ernie Mzola était plus dans la partie scientifique, ceci étant, mais on nous explique que voilà, de la même façon que pour le cerveau d'Hitler, il est possible qu'on ait cloné le cerveau de... On a cloné le cerveau du baron Helmut Zemo. En fait, quand le nouveau Zemo est arrivé, c'était son fils. Et donc, c'est-à-dire que le premier original était mort. Et en fait, non, on t'explique qu'en fait, il serait peut-être pas mort. Oh dans le même temps, il y a des ninjas invisibles au Japon. Et t'as Silver Sable qui piste une nana dominatrice SM un peu. Qui a clairement un costume, c'est un soutien-gorge, un string et des holsters de flingue. Et Silver Sable, du coup, doit protéger des cristaux qui ont été faits par un médecin schizophrène, qui du coup sont un peu comme le jet de l'épouvantail. Ouais, c'est un peu le fear-inducing. Voilà, d'où le Fear Itself. Ouais. Le ninja blanc en question, parce que c'est ninja blanc, comme dans American Ninja, et en plus, il est invisible. Pète la gueule de Silver Sable et j'ai oublié le nom de son équipe, c'est pas le Shield, c'est putain, c'est pas grave, peu importe. Et du coup, évidemment que ça concerne Spider-Man, c'est logique, enfin c'est normal, je veux dire, ninja, nazi, clone d'Hitler, c'est Spider-Man, tout ça, c'est son quotidien, son pain frais. Donc Spider-Man va voir Silver Sable, avec qui je crois qu'il avait une petite amourette à la con, et ils partent ensemble pour aller péter la gueule de voilà quoi. Et à un moment donné il y a un twist en avance sur son temps par rapport à la cause trans, ceci étant. On va pas le spoiler ici. Bon, c'est tartiflette,
Mais c'est tartine de tartiflette. c'est voilà, pâte à pain, double lardon, comté, maroilles, tout ce que tu veux, les bonnes pommes de terre là, tu sais, que tu fais rôtir au four, et tu tapes un croc là-dedans, t'as plus faim. Voilà, c'est vraiment très blaireau, mais c'est agréable à lire en fait. C'est ça qui est trop rigolo. C'est vraiment un comics de son époque, de ce qu'on se permettait à l'époque, tout ce qui était hype à l'époque, où tu sais, des fois tu te dis Blood Dragon, ils exagèrent. En fait, c'était pas vraiment comme ça les années 80-90. Les gens étaient pas obsédés par les lasers, par effectivement la recrudescence des nazis, le post-apocalyptique, les voyous des rues, etc. Même là, t'as Mary Jane qui manque de se faire violer au début. Agressé, ouais. Pardon. Ouais, non, c'est dans le précédent, il manque de se faire violer dans l'auberge là. Là, pour le coup, il y a des petits. Le mec qui met les mains comme ça et tout. Là, t'as les petits loupards des quartiers, Peter Parker qui arrive, qui leur casse la gueule, etc. Et encore une fois, j'en reviens. Tu vois vraiment l'évolution de leur relation. Ils sont encore ensemble en 92. Ils sont encore mariés et heureux. C'est trop bien, ça, pour le coup. Corentin aime l'amour. Et à côté, voilà, t'as toutes les obsessions un peu VHS, un peu ringardes, qui nous paraissent aujourd'hui ringardes, un peu clichés, un peu stéréotypés, de la base secrète du nazi dont le cerveau a été cloné et mis dans un corps étranger, et il y a un ninja et il peut se rendre invisible. Et Peter Parker qui passait par là. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est marrant quoi, en fait. C'est marrant. Le rapport, c'est que les cristaux en question étaient sous contrat avec Norman Osborn Industries, et c'est pour ça que Parker a amené le truc, tu vois. Mais... Tout à fait. Et c'est une très bonne raison de le ramener. Donc du coup, voilà, moi j'avoue, c'est, je pense, celle que j'aime le moins, parce que même la première de Wrightson, qui est très mal écrite, t'as quand même Bernie Wrightson. Là, pour le coup, bon. Oui, c'est plus classique dans le dessin. Voilà, c'est un dessin quand même plus conventionnel. Il y a quelques beaux efforts néanmoins. Et puis ça reste Stan Lee, donc c'est sympa. Voilà, au global, moi, cette lecture, si vous avez les moyens de vous l'offrir encore une fois et que ce genre de petits caprices de fabrication vous intéresse, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a un peu tous les Spider-Man, tu vois. T'as le Spider-Man qui n'a aucun sens. T'as le Spider-Man classique, quand canon, Mary Jane, mes genoux, etc. T'as le Spider-Man plus, si on faisait ça à façon européen. En Europe. Et t'as le Spider-Man façon, en fait, on va pousser tous les comics des 90s, ouais. Voilà, comics des 90s, mainstream à fond, etc. Ultra débile. Franchement, c'est super agréable, je trouve. Et belle collection de petits projets. Si ce n'est que le moindre projet, y compris celui de Vess, y compris celui de Conway, a ses petits défauts. Oui, non, c'est pas des lectures parfaites et tout ça, mais elles sont témoins aussi de cette époque. C'est aussi une capsule vers ce passé-là aussi, comme on l'a dit avant, de retrouver cette fameuse période où Peter et Mary Jane sont mariés. Donc t'as aussi cette ambiance-là, tu la retrouves plus en fait aujourd'hui. Et moi, je suis pas nostalgique de pré-One More Day, parce que j'ai pas vécu One More Day en direct, donc ça, je peux pas dire que ça me manque forcément, tu vois. Mais quand tu relis ces comics maintenant, tu comprends d'autant plus en fait pourquoi ça manque quand même aux lecteurs qui sont juste avant nous, tu vois, et pourquoi pourquoi c'est bien en fait aussi d'avoir cette relation de couple. Ça a duré quand même 20 ans. Que tel. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a plein d'histoires qui ont prouvé que tu pouvais les avoir. Bah ouais. Notamment celles où ils vont en Europe. Mary Jane n'est pas inutile ni puis même c'était pendant Strass, tu sais, elle se casse à Hollywood pour un boulot, et donc ça va pas bien dans leur couple. Enfin, il y a plein de façons. Le couple, c'est une aventure en tant que telle, littéralement. Oui, donc il y a plein de choses à faire aussi, plutôt que le Spider-Man. Mais voilà, comme dit, c'est que effectivement, je pense que le fait d'avoir réuni les quatre en ensemble, ça permet d'avoir un bon rapport aussi sur la quantité de BD que t'as. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça plus souvent. Ouais. Tu vois, il y a un roman graphique de Mike Mignola par Back Doctor Strange, qui est un banger absolu. Mais je sais qu'il le sortirait pas tout seul. Enfin, je crois que s'il avait dû le faire en Mustave, encore une fois, mais j'achèterai jamais un Mustave de ma vie. Je préférais qu'on me foute une balle dans la tête et qu'on me pisse dans mon corps. Bref, mais le fait est quand même un tout petit peu excessif, quand même. Un tout petit peu. Mais tu vois, l'édition, elle est belle. Et comme tu dis, même les covers, etc. Et là, t'as quand même des artistes de renom pour le coup, vraiment. Ah ouais. Non, mais le bouquin est plutôt cool, même la cover, ils ont pris une planche de baisse, du coup, pour faire la cover. Ouais. Parce que c'est la partie où ils sont en Écosse. Il a une gueule, tu vois, ce projet, il a une belle gueule, il a une tronche intéressante. Et en plus, ça croise effectivement le côté archive avec le côté utile, avec le côté réédition de projets plus rares que tu retrouveras pas forcément facilement. Moi, je dis, la ligne des romans, je la connais très mal, cette ligne des romans graphiques. Oui, mais je vais aller regarder un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais je pense qu'il doit y avoir quand même des petites pépites à dénicher, parce que rien que là, tu vois, sur un petit échantillon,
Bah, peut-être même d'autres Spider-Man. Je sais pas s'il fera. Je pense pas. Je crois que il y en a 28 des romans graphiques en tout, il me semble, ou 30. Parce qu'en fait, ça s'est arrêté dans les années 2000, un truc comme ça, il me semble. Ouais, bah, un peu comme. À vérifier, hein, attention. Ouais. Mais c'était beaucoup années 80, années 80. Oui, bah, lors du développement de ce format, vraiment, quoi. Avant que, justement, on adapte les single issues en faisant des arcs qui tiennent dans un format ensuite graphique. Oui, bah, ils ont réalisé qu'ils pouvaient faire des mini-séries de 6 numéros après les publier en album et donc faire 2 fois plus. Non, parce que, alors, par contre, beaucoup plus, parce que là, graphic novel, 72. 72? Ouais, donc beaucoup plus quand même. Hein. Ah ouais! Donc il y a du matos. Bah voilà, il y a de quoi faire, là. Bon, bah, en tout cas, voilà. Nous, on est plutôt clients de cet album, littéralement. Et donc, bah, voilà, c'est 28 € en librairie aussi, si vous voulez vous le procurer, ou dans les bibliothèques. 75 même. Qui s'y seront intéressés. Bah, voilà. Enfin, entre 82 et 93. Ouais, quand même, ouais. Ça s'est arrêté tôt, en vrai, dommage. Ils ont fait 70 albums en 10 ans. Putain, c'était des musclés, hein. Ouais, après, bah, si c'est pas par la même équipe créative. Ah, donc, mais attends, ouais, non, mais il y a des trucs qui sont n'importe quoi. Il y a du Dread Star, du Star Slammers. Ouais, il y a pas que du Spider-Man ou du X-Men. Hein. Non, bien sûr. Non, ça a été pour plein de personnages. Donc, disponible en librairie. Et bah voilà, on a terminé pour ce Back Issues. N'hésitez pas à nous faire part de vos propres retours de lecture et si vous avez lu les albums qu'on chronique ou si vous comptez le faire après nous avoir écoutés ou ne pas le faire. On prend tous les avis, toutes les discussions sont les bienvenues. Vous pouvez faire ça sur les réseaux sociaux, sur les commentaires de notre site ou sur notre Discord. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!